Bonjour, bienvenue à tous. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme on est proche de l'élection, donc là on est le 22 février 2022, donc l'élection présidentielle française arrive bientôt, et je me suis dit que je pourrais lire un passage de mon tome 2 de l'essai La France avec culot et sans culotte. Donc j'ai écrit l'année dernière, et dans lequel, évidemment, puisque c'est l'analyse du système politique français, je reviens sur la présidentielle. Alors, donc, pour accompagner ça, puisque c'est un peu la mort, en fait, de la croyance politicienne française, j'ai pensé mettre le Requiem de Mozart. Voilà. On sait que c'était plutôt de circonstance, donc voilà pour la musique. Après, pour la lecture, donc, je vais lire le tout début. Donc bon, bah, c'est mon livre, hein, il fait 510 pages celui-là, donc ça se lit tout seul, hein, il n'y a pas de problème. Le début, justement, concerne surtout les électeurs eux-mêmes. Comme je dirais dedans, vous allez voir, je n'hésite pas à m'en prendre aux électeurs. L'avantage, c'est que moi, comme je ne suis pas un candidat politique, je crains rien en fait, donc je peux être honnête. J'ai pas besoin de caresser dans le sens du poil les Français, si vous voulez. Je vais lire ce passage. Je préviens, c'est un peu critique. Voilà. Vous allez voir le méchant Fabien à l'œuvre. Parce que c'est vrai que bon, voilà, je critique assez durement le choix des électeurs. Bon, voilà, vous verrez, vous ferez votre propre opinion sur ce passage. D'ailleurs, passage que j'ai des petits bouts que je vais enlever parce que pour la lecture, ce sera plus simple, plus compréhensible pour vous. Hein, donc, écoutez, je vais pas traîner. J'ai un d'autre à dire, je pense, d'intéressant. Donc, je vais commencer à lire. Page 9 donc, du deuxième tome. Les électeurs premiers responsables. C'est parti. C'est comme un éternel refrain, une histoire qui ne fait que se répéter, qui en devient lassante. Cela commence et se termine toujours pareil. Il y a tout d'abord de l'excitation, de l'enthousiasme, de l'espoir et des sourires sur toutes les lèvres. Viennent ensuite les belles paroles en l'air, les promesses à gogo, les plus jamais ça, c'est l'heure du changement, ou l'heure du changement a sonné, pardon. Les Français n'en peuvent plus de la politique politicienne, de vieilles recettes qui ne fonctionnent pas. Les Français, par leur vote ce soir, ont lancé un appel. C'est la victoire du peuple. C'est ensemble, nous redresserons la France. Les blablabla, tout va. Puis les Français se réveillent quelques mois ou petites années plus tard, trop tard, et manifestent alors leur colère, leur consternation, leur dégoût, avant de se jurer de ne plus retomber à l'avenir dans le même piège. D'autres constats et promesses, faites par les électeurs cette fois à eux-mêmes, pleuvent. Ils nous ont trahis, il faut les sanctionner. Tous les mêmes, tous pourris. Je ne suis pas prêt de revoter pour ce parti. Et après, retour à la case départ, évidemment. C'est la retombée dans la même naïveté, dans la même illusion, dans le même rêve. C'est l'oubli de l'épisode précédent, l'acceptation de revivre un passage déjà vu et normalement appris par cœur à force. C'est l'erreur de la veille que l'on fait dès le lendemain matin. Parce qu'hier n'était probablement qu'un mauvais jour avec certainement tout un tas de circonstances défavorables, alors que là, on le sent cette fois-ci, ce sera différent. Vous aurez compris sans mal ce que je viens de vous décrire. Il s'agit bien évidemment des commentaires entourant les élections présidentielles françaises ayant lieu tous les 5 ans dans notre cher pays. Donc là, j'enlève un passage directement là. J'en reviens donc à ces scénarios qui ne cessent de se répéter. À chaque nomination d'un nouveau président de la République, les Français croient à l'improbable, à l'homme ou la femme providentielle, à une nouvelle vision politique qui facilitera la grande réconciliation. Ce rêve formidablement utopiste naît autant du talent d'orateur, de vedettes politiciennes, de leur faculté à rendre un centième mensonge tout aussi convaincant que le tout premier, que d'une naïveté, d'un renoncement et d'une forme de lâcheté collective. Cette fusion ou confusion
d'éléments favorables à une énième croyance du discours politique facilite de cette façon les victoires de présidents non désirés par une majorité de Français, élus non pas par choix véritable, mais par défaut. Le président de la Ve République n'est ainsi plus certainement, bon, je vous enlève ce passage, élu par une majorité, mais depuis sûrement davantage est un président d'assemblage de mécontents, un président élu parce qu'il ne restait que lui, parce qu'il semblait le moins pire. Une sorte de scrutin par élimination, un peu comme la célèbre émission Koh-Lanta, où n'arrivent au final non pas les deux meilleurs candidats, éliminés souvent par leur propre camp au début de l'exercice parce qu'ils faisaient trop peur aux autres, mais souvent les deux ayant fait preuve de la plus grande agilité, n'affichant pas forcément trop tôt des habits de futurs vainqueurs, ne prenant pas trop de risques inconsidérés et, plus important, évitant au maximum les obstacles, les conflits, ainsi que dans le cas de l'élection présidentielle, les affaires. Reste enfin la grande finale, où la stratégie la plus efficace, la plus payante est la suivante. Se souvenir de quel camp l'on vient au départ pour s'assurer la totalité des voix de celui-ci, se garder un socle solide, puis parvenir à séduire l'autre ou les autres camps en oubliant l'acharnement mis auparavant pour détruire ceux ou ces derniers, afin de rassembler et réunir une majorité autour de votre nom. De cette manière, nous obtenons très rarement des victoires de candidats de Koh-Lanta ou des élections présidentielles qui surent faire l'unanimité, qui surent convaincre dès le début de l'émission ou de la campagne, qui permirent à la fin aux téléspectateurs ou électeurs d'avoir le sentiment profond que la victoire fut revenue au final au plus méritant ou au meilleur. Et parallèle une fois de plus intéressant entre l'émission phare de TF1 et la présidentielle, elles restent toutes deux, en dépit de la prise de connaissance des téléspectateurs et des électeurs de ces faits implacables, toujours aussi populaires et suivis par les Français. Qui a dit que ces derniers étaient difficiles ? S'il y a une particularité bien gauloise, c'est bien de se plaindre en permanence de politique et de renommer exactement ou quasiment les mêmes au pouvoir ensuite. Je vous enlève un passage. Il est effectivement typiquement français de gronder, de grogner, de crier, de conspuer, de détester, avant finalement de finir par se raviser, pardonner et passer à autre chose. Mais pas à d'autres politiques. Je connais néanmoins l'argument principal du français électeur visant à se justifier de voter et revoter à chaque fois pour les mêmes hommes ou femmes de même parti qui, de ses propres aveux et commentaires, ont détruit la France. C'est le suivant. En même temps, pour qui voter d'autre ? La gauche, le centre, Giscard bien avant Macron, et la droite ont peut-être tous les trois échoué dans le passé, je ne vais quand même pas voter pour autant pour un extrême. S'il est entendu qu'au premier abord cette réponse est recevable, celle-ci affiche toutefois, vous le conviendrez, un fatalisme inquiétant et un manque de volonté évident de trouver des solutions en tant qu'électeurs. Résumons. Les Français sont de plus en plus majoritaires à penser que les politiques de leur pays aujourd'hui ne pourront, quelles que soient leurs étiquettes, redresser le pays et répondre à leurs attentes et espérances. Pourtant, ces mêmes Français continuent de maintenir les mêmes partis au pouvoir, avec des projets politiques très proches, bien qu'ils soient reconnus unanimement responsables, sous prétexte de ne pas avoir le choix. Bien belle est cette République si désirée durant 2 siècles, si difficile à définitivement installer dans notre pays et qui ne propose à notre époque que le choix entre l'échec d'un côté et l'échec de l'autre. Ou tout du moins tant que l'on ne cherche pas ailleurs par manque de volonté ou de courage. Ou les deux. Parce que les politiques menées par les différents gouvernements depuis 40-50 ans sont jugées globalement défaillantes, voire, si l'on ose, catastrophiques par le peuple français électeur, la responsabilité de ces nombreux désastres successifs et de l'abandon et de la France et des Français ne serait alors qu'à mettre uniquement sur le dos des présidents et ministres qui se succédèrent. Uniquement, vraiment, n'étant pas pour ma part politicien, juste un modeste essayiste, j'ai au moins l'avantage non négligeable de ne pas avoir à craindre de vexer un électorat en particulier ou les Français en général. Cela tombe bien.
Car justement, ne serait-ce pas les électeurs qui déterminent à la base la réussite de leur démocratie? Dans n'importe quelle entreprise, le haut responsable qui recruterait depuis de nombreuses années des managers incompétents et qui les maintiendrait tout de même à leur poste en dépit de résultats catastrophiques, ne serait-il pas un minimum coupable au moment de glisser les clés sous la porte? Ne peut-on pas reprocher la moindre chose à un homme ou une femme qui, ne parvenant jamais à destination, persisterait à prendre systématiquement le périphérique, la route la plus large et la plus indiquée par les panneaux, plutôt qu'essayer au moins une fois, histoire de changer, ne serait-ce que par curiosité, une des autres petites routes présentes également. Alors celles-ci sont peut-être plus étroites, pas les plus conseillées par les spécialistes. Vous savez, ces personnes qui vous avaient indiqué la mauvaise direction au départ, avec pourtant beaucoup de certitude et qui n'assument pas ensuite, n'étaient pas forcément vos premiers choix initiaux, mais malgré les nombreux échecs avec la première, faut-il absolument persister avec et faire semblant de ne pas voir les autres propositions. C'est là tout le conflit intérieur de chaque citoyen français de notre époque qui vote. Il cherche très souvent la sécurité. Il opte pour le risque zéro. L'aventure révolutionnaire n'a plus trop la cote auprès de l'électeur français. En attendant de voir les effets réels de l'électorat gilet jaune dans les urnes sur plusieurs années, qui voudra avant tout miser sur un parti qui se trompe, mais dont la tromperie est rassurante, car habituelle et prévisible. Un choix de la raison, selon lui, qui ressemble à celui d'un patient dans un état très critique, presque condamné à mourir. Favorable à une mort douce et tranquille, qu'il sait certaine avec le même traitement du même médecin incompétent, ce patient attendra sa mort sans chercher à savoir si avec un autre traitement, un autre médecin, son état ne pourrait pas s'améliorer un jour, si la mort ne pourrait pas être finalement évitée ou au moins remise au plus tard possible. Cette dernière comparaison me paraît fort intéressante à plus d'un titre. En effet, en réfléchissant bien, qu'est-ce qu'un politicien pour une nation? N'est-ce pas son médecin? La politique, un traitement recommandé par ce dernier, la nation, le corps, et enfin les habitants, les patients. Les citoyens français électeurs ne sont-ils pas les seuls vrais garants de leur nation et de sa santé à travers les choix qu'ils font lors de chaque élection, à commencer par la présidentielle? Remettre toujours la faute aux politiciens invités à prendre sa place sur le trône n'est-il pas le meilleur moyen de se décharger de toute responsabilité? Évidemment, chacun pourra se contenter de dénoncer les autres, ceux-là qui votèrent pour Giscard d'Estaing en 1974, pour Mitterrand en 80 et 88, pour Chirac en 95 et 2002, pour Sarkozy en 2007, pour Hollande en 2012, ou encore pour Macron en 2017. Seulement, combien d'entre eux, en excluant bien sûr les plus jeunes, pourraient bien se vanter de n'avoir jamais voté pour aucun de ces présidents? Les fesses de ces derniers se sont-elles retrouvées toutes seules, comme par miracle ou catastrophe, sur le doux fauteuil de l'Élysée? Ne les y a-t-on pas installés? L'argument de la pression émise par l'entourage de l'accusé électeur est connu. C'est le copain du beau-frère qui lui avait affirmé un jour qu'il était essentiel de ne pas laisser tel candidat remporter les élections. L'électeur se laissa donc guider dans son choix. Il y a aussi la responsabilité de ces salauds d'influents médias ou journalistes. Laurent Ruquier et ses tics, Ruth Elkrief et son sourire, Jean-Jacques Bourdin et son flegme, Christophe Barbier et son écharpe, ainsi que beaucoup d'autres parlent si bien. Comment ignorer leurs conseils? Ainsi se défilent les électeurs. Il y a un constat important à faire de ces nominations successives de présidents français choisis davantage sur leur image ou personnalité que sur leur programme. Ô joie et plaisir des arrivées de la télévision et de la pipolisation en plein cœur de nos politiques. Le successeur centriste de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974 et ancêtre d'Emmanuel Macron, fut le premier à le comprendre. L'image allait bel et bien devenir une arme supplémentaire, une arme capitale à rajouter à l'escadrille politicienne. Parce que désormais même le président de la République française devenait lui aussi people, les objectifs des candidats à la présidentielle se déplaçaient sur l'image
que sur le projet concret. L'apparence devint plus importante que l'action réelle, et ces hommes et femmes, présidents, ministres, députés, maires ou élus de toute fonction, de connaître à présent leur nouvelle priorité, la nouvelle marche à suivre. La politique, la vraie, pas la petite politique politicienne comme on dit dans le jargon, pas la stratégie de bas étage, pas les petits arrangements entre amis. La vraie politique avec un grand P, celle de l'action, du courage, de l'ambition de servir avec honnêteté et dévouement total la cause de son pays et de ses compatriotes, cette politique-là fut presque mise à mort, et cela sous les yeux de téléspectateurs au départ ravis. La curiosité presque de tout savoir sur le politicien était en effet plutôt alléchante dans un premier temps, puis très vite désenchantés par un voyeurisme forcé qu'ils n'avaient pas nécessairement réclamé. Comprenant que l'électeur votait à présent autant, si ce n'est plus, pour un candidat en fonction de sa personnalité que pour son programme, plus pour un candidat, voilà, les politiciens s'en donnèrent à cœur joie. Plus la peine de passer des heures à décrypter leurs propositions lors de meetings ou de rencontres avec les Français dans les marchés, dans les rues. Le politicien nouveau arriva. Il parla bientôt davantage de sa propre personne que de ses concitoyens, se montra comme une star de télé-réalité ou de showbiz ferait. Tout dans l'image fut dorénavant calculé, exactement au même titre que le discours toujours policé à outrance et adapté aux circonstances, et surtout à l'environnement où il se trouvait. Les Français se retrouvèrent ainsi au fil des années non plus en face de serviteurs de la nation et de leurs concitoyens, mais en face d'acteurs. À l'instar des playboys de bas étage qui roulent des mécaniques face à la jante féminine, quand ceux-ci sortent en boîte de nuit, le politicien people se donne maintenant en spectacle dès qu'il en a l'occasion pour séduire l'électorat facile. Ce dernier, souvent sensible à la nouveauté et aux belles paroles, se trouve alors fréquemment charmé par de redoutables spécialistes de la com. Pris dans l'entonnoir, l'électeur de ces à peu près 40 dernières années ne peut plus reculer. Face à sa décision de vote, il tente aussi bien que mal que possible de se justifier, quitte à se faire parfois l'avocat du diable et à défendre l'indéfendable, simplement par principe et pour ne pas reconnaître son erreur de jugement. La démocratie est belle et la possibilité de choisir librement le candidat de son choix à une élection est une chance que l'on ne saurait savourer autant si l'histoire de la République française n'avait pas été si mouvementée et chaotique. Pour autant, voter n'a, semble-t-il, pour beaucoup, jamais été à ce point une complexité en France qu'à notre époque actuelle. La guerre des projets politiques trouvant une sérieuse concurrence dorénavant en la guerre de l'image, l'électeur se doit maintenant de trancher entre deux critères de vote, le programme ou la personnalité. Naturellement, dans le cas de figure avantageux où ces deux critères seraient réunis autour d'un seul nom, le votant s'en trouverait automatiquement soulagé et conforté dans son choix. Problème, cela devient de plus en plus rare, évidemment. Il faut alors pour l'électeur savoir ce qu'il considérera comme le plus important au moment de se décider. Le programme, avec le risque de voir le candidat une fois élu de ne pas le respecter comme cela arrive malheureusement quasiment chaque fois, ou la personnalité, avec le risque là aussi de s'être fait duper par une apparence trompeuse. Toute ma critique, que j'assume pleinement, envers les Français qui mirent au pouvoir depuis 30-40 ans les destructeurs de la République et de tout un héritage révolutionnaire, se trouve principalement dans ce critère capital. Nos chers Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ayant été choisis, selon toute vraisemblance, davantage sur leur image que sur leur programme. Un sérieux problème selon moi. J'ai bientôt fini. Charles de Gaulle fonda la Ve République en présentant comme la rencontre entre un homme et son peuple. C'est ce que me rétorqueront les nombreux défenseurs du critère de l'image et du culte de la personnalité qu'il faudrait impérativement développer pour accéder à de telles fonctions. Un argument solide, qui serait effectivement valable et recevable si la politique française était restée en l'état depuis 1969, date de la démission de l'ancien chef de la France libre.
car utiliser ce seul argument, aussi bon soit-il, serait un peu vite oublier le changement opéré par le milieu politique et surtout la cassure qui eût été faite avec la gouvernance gaullienne, autant à gauche, ce qui pourrait sembler logique, qu'à droite. Comme souvent, hélas, le français retient souvent ce qui l'arrange. En vérité, la chose inavouable pour la plupart des électeurs d'aujourd'hui est que ce choix de l'image et de la personnalité sur celui du programme pour se décider envers un postulant à l'Élysée est celui de la facilité. Motivé par une méconnaissance de la politique en général et par ce que l'on pourrait appeler techniquement une flemme intégrale pour s'y intéresser davantage. Les Français se plaignent en effet très régulièrement des politiques et des conséquences de l'action de ces derniers sur leur quotidien. On le vit plus que jamais il n'y a pas longtemps avec les Gilets jaunes, mais ne votent pas pour presque la moitié d'entre eux, quand les autres le font pour la plupart avec une certaine légèreté, sans lire véritablement un programme ou uniquement les quelques thèmes qui les préoccupent essentiellement, se contentant de choisir le plus sympathique des candidats. Cela conduit à une victoire de l'image donc, mais plus sûrement celle d'une proximité désirée par les lecteurs. Une aberration tant l'enjeu d'une présidentielle est crucial, notamment en période de crise sociale, morale, identitaire, et même l'on pourrait rajouter sans doute constitutionnelle. Car le mal est là. À force de tout miser sur l'image et de donner une fausse impression d'être proche du peuple, les politiciens ou politiciennes marchent maintenant sur des œufs. Le citoyen français voulant de la proximité et quelque part un lien naissant avec son candidat tout désigné, il s'appropriera de celui-ci comme un dû, une chose que le politique lui devra personnellement. Sauf que, comme en amour, en amitié, la relation peut rapidement devenir sans contrôle très fusionnelle. Trop fusionnelle et donc éventuellement dangereuse. L'exemple de Nicolas Sarkozy, sur lequel je reviendrai plus longuement plus tard, est symptomatique du risque encouru par le politique à vouloir flirter sans prendre les précautions nécessaires avec un électorat précis, surtout si celui-ci n'est pas au départ de son propre camp politique. L'ancien leader de l'UMP et de Les Républicains passa de cette façon de l'étiquette de sauveur et rassembleur de la droite à celle bientôt de traître, en particulier aux yeux des électeurs du Front National. Alors, qui firent en 2007 une petite infidélité à leur parti d'origine pour le séduisant Petit Nicolas au discours si efficace sur l'identité, avec son style très énergique. Comme une femme trompée, bien décidée à se venger, le retour de manivelle pour l'imposteur se fit dès l'élection présidentielle suivante. Non seulement le FN retrouva, par l'intermédiaire de sa nouvelle représentante Marine, ses forces électorales en 2012, mais surtout le dernier cité, Nicolas Sarkozy, se fit battre au second tour par la gauche hollandiste, très certainement punie par une partie de l'électorat de droite préférant voter à gauche par esprit de vengeance. La tromperie avait un prix, les affaires de cœur sont toujours à prendre avec sérieux, en politique comme ailleurs. La conclusion à faire de l'exemple sarkozyste est simple comme bonjour. Vouloir trop en montrer jusqu'à l'indécence, tel un exhibitionniste ou un nudiste, et se comporter comme une star de rock ou de cinéma est contre-productif pour un président de la République française aujourd'hui. Et c'est pareil si ce dernier tente l'image opposée, comme François Hollande, c'est-à-dire l'apparence d'un chef de l'État trop normal, un motard comme les autres, cherchant par-dessus tout à se montrer proche des gens, égal à tous ses compatriotes par l'utilisation d'un discours incroyablement démago, ou encore en se prenant pour la nouvelle Lady Diana. L'un comme l'autre finirent de toute façon en couverture d'un magazine People avec leur liaison amoureuse affichée en première page. Ce fut une chanteuse pour Sarko, une actrice pour Hollande. Comme de plus en plus souvent dans ce milieu, les couples se forment dans la même famille du showbiz. Pour plaire à l'électorat majoritaire, cet électorat pas spécialement attiré par la chose politique et se décidant essentiellement en fonction de la sympathie qu'il aura pour un candidat, les postulants à l'Élysée ne lésinent jamais sur les efforts. Les acteurs de publicité pour dentifrice peuvent alors voir débarquer une forte concurrence. Les sourires, aux dents toutefois pas toujours blanches, des politiques sont de sortie. Les merci et poignées de main en veux-tu en voilà
À éviter toutefois en période de coronavirus. Pour les plus proches, saluts de loin pour les autres sont nécessaires pour être appréciés de la peuplade. La disponibilité est un atout certain pour qui veut convaincre le citoyen lambda de voter pour lui. Une disponibilité qui ne dure néanmoins pas plus de 3 minutes 50 par tête. L'électeur est gentil, mais il n'est pas non plus le centre du monde. Et des préoccupations vraies de l'intéressé. Voilà. Je m'arrête là, c'est déjà un beau passage de lu. Je verrai si je ferai d'autres lectures par rapport à la présidentielle. Tout à fait possible, parce que je reviens sur évidemment ceux qui nous ont dirigés, la gauche, le centre, la droite, mais je parle aussi de ceux qui sont dans le contre-pouvoir, comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, etc. Même Éric Zemmour est évoqué dans le livre, même si c'était pas prévu qu'il soit candidat à ce moment-là. Voilà, si ça vous a intéressé, vous me le dites. N'hésitez pas à me suivre. Je vous rappelle qu'il y a ma page sur Instagram, ma page sur Facebook également, à mon nom. Et puis il y a bien sûr cette chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner pour d'autres vidéos. Voilà, je vous dis merci, à bientôt. Et puis votez bien. Voilà.